Trois cartes rebattues, deux certitudes s'effondrent soudain en plein Sahel. Alors que le lithium attise les convoitises, les zones les plus riches deviennent aussi les plus dangereuses pour leurs habitants chaque jour. Que dit ce conflit sur Ibrahim Traoré et sur toi aujourd'hui? Un continent blessé, mais enfin debout pour tous. Au moment où les projecteurs se braquent sur les minerais stratégiques du Sahel, une vérité plus sobre s'impose. Comprendre ce qui se joue ici, c'est comprendre comment se redéfinit le pouvoir au XXIe siècle. Cette enquête offre un éclairage essentiel pour lire le monde autrement, avec une grille géopolitique précise. Car derrière les discours alarmistes, la compétition pour le lithium crée un effet d'entraînement. Les alliances se recomposent, les États hésitent et les populations vivent chaque oscillation comme une secousse. Le Burkina Faso, souvent présenté comme un acteur périphérique, devient alors un laboratoire où se teste une souveraineté nouvelle. C'est là que surgit la promesse implicite de ce récit. Suivre un pays qui tente de rompre un cycle ancien sans sombrer dans le chaos, un pari fragile mais décisif. Et si cette trajectoire intéresse autant d'observateurs, c'est parce qu'elle contient une transition douce liée à micro-hooks inattendus. Chaque avancée locale modifie la carte des puissances extérieures, parfois plus vite qu'on ne le dit. Ici, les enjeux dépassent Ibrahim Traoré lui-même. Ils touchent au futur d'un continent qui réclame enfin la maîtrise de ses ressources. En moins d'un an, deux certitudes ont été renversées et un chiffre d'approche a tout révélé. La ruée mondiale vers le lithium redessine désormais les rapports de force au Sahel. Ce basculement, longtemps sous-estimé, expose une ligne de fracture où l'économie, la sécurité et la souveraineté se heurtent avec une intensité nouvelle. Car derrière les récits simplifiés sur les conflits religieux ou ethniques, une mécanique plus vaste s'est mise en marche, la compétition pour les minerais stratégiques. Le Mali, le Burkina Faso et les autres États du Sahel se retrouvent ainsi projetés au cœur d'une bataille silencieuse dont les règles échappent souvent aux acteurs locaux. C'est dans ce contexte que se comprend la trajectoire d'Ibrahim Traoré, devenu l'un des visages les plus étudiés de la région. Son arrivée au pouvoir ne prend sens qu'à travers ce prisme, la volonté de reprendre la maîtrise des ressources qui ont trop longtemps profité à d'autres. La question n'est donc pas seulement militaire, elle est structurelle, presque existentielle. Au Mali, l'exemple de Bougouni illustre cette dynamique. Un gisement de lithium suffit à attirer intérêts étrangers, discours sécuritaires et interventions diplomatiques. Au Tchad, la décision de renforcer la frontière avec le Nigeria en octobre 2023 a été présentée comme une mesure contre l'extrémisme, alors qu'elle répondait surtout à une anxiété géopolitique grandissante. Partout, la logique reste la même: empêcher que les États sahéliens ne contrôlent entièrement leurs richesses. Pourtant, la réalité vécue sur le terrain raconte une histoire différente. Dans les villes du Sahel, la pression extérieure n'est pas perçue comme une abstraction géopolitique, mais comme un obstacle quotidien. Les habitants voient les ressources de leur territoire s'arracher tandis que les discours officiels détournent l'attention vers d'autres menaces. C'est précisément cette dissonance qui nourrit la montée de nouvelles figures politiques, des dirigeants décidés à résister à la dépendance imposée. Une transition douce liée au mini-reveal de ce chapitre se referme ici. La bataille pour les minerais n'est pas une toile de fond, mais le moteur principal qui explique l'affrontement d'actuel autour du Sahel. Dans cette recomposition complexe, un personnage sert de fil conducteur, Ibrahim Traoré, dont l'ascension éclaire les tensions entre souveraineté et ingérence. Son rôle ne se limite pas à une fonction militaire, il est devenu la grille de lecture à travers laquelle se lisent les premiers effets de la rupture sahélienne. Le premier, une transition douce liée à un micro-cas, apparaît dans les rues de Ouagadougou. Quand les jeunes peignent de son visage sur les murs, ce geste n'est pas une simple adhésion politique.
C'est la matérialisation d'un sentiment longtemps étouffé, celui de récupérer une part de l'avenir du pays. La scène, modeste mais répétitive, révèle un basculement psychologique, l'idée que l'État n'est plus seulement spectateur de sa propre histoire. Le second, une transition douce liée à un microcas, se déroule dans le nord du Burkina Faso, où les unités locales de défense se forment avec une rapidité nouvelle. Chaque groupe, composé de volontaires ruraux, traduit une réalité que les statistiques ne racontent qu'en partie. La volonté de communautés isolées de ne plus dépendre des forces extérieures pour assurer leur survie. Là, les premières décisions de Traoré, rupture de certains accords, création d'unités mixtes, réorientation des priorités, ont produit un effet immédiat, perceptible avant même les bilans officiels. Ces deux fragments résument la fonction de guide attribuée à ce jeune dirigeant. Ils ne montrent pas un chemin abstrait, ils déclenchent des comportements collectifs. Et c'est justement dans ces comportements que se lie le véritable impact de ses choix. Une société qui se réapproprie son rôle dans la sécurité, la souveraineté et la narration de son propre destin. Une transition douce liée au so what. Ces gestes façonnent déjà l'équilibre régional. Tout commence par une série de ruptures accélérées, presque brutales, qui reconfigurent le Sahel à une vitesse inattendue. Expulsion des troupes étrangères, dénonciation d'accords militaires, fermeture de bases qui semblaient immuables. À chaque étape, les capitales occidentales perdent un ancrage que l'on croyait définitif. Pourquoi ce basculement soudain a-t-il pris cette forme précise? Et pourquoi maintenant? La phase d'activation prend sa source au Mali, où les premiers signaux de défiance ont fissuré l'architecture sécuritaire héritée des années précédentes. Mais c'est au Burkina Faso que le mouvement s'accélère. L'arrivée d'Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef d'État, agit comme un catalyseur. En quelques mois, il renverse le paradigme. Les accords considérés comme intouchables sont renégociés. Les partenaires autrefois centraux sont mis à distance et les priorités stratégiques sont réordonnées autour de la souveraineté. Ce moment ne se résume pas à une décision administrative. C'est un choc diplomatique qui frappe Paris, Washington et plusieurs chancelleries européennes. Voici une transition douce liée à le point de haute intensité, la véritable Cao-Trao, survient lorsque le Burkina Faso rejoint le Mali et le Niger pour fonder l'Alliance des États du Sahel AES. En un geste, trois pays enclavés transforment leur marginalité en bloc politique. L'annonce prodigue un effet domino. Réduction de l'aide internationale, sanctions ciblées, campagnes médiatiques hostiles. Les critiques fusent, mais sur le terrain, un autre récit circule. Dans les marchés, les universités, les villages du Nord, le nom de Traoré devient une promesse de redressement. Des blindés repeints aux couleurs nationales traversent les rues sous les champs populaires, comme pour inscrire la rupture dans le quotidien. Les drapeaux étrangers, autrefois symboles de protection, laissent place à une iconographie plus locale et plus assumée. Puis viennent les répliques, les Duchamp qui étirent la transformation et l'inscrivent dans la durée. L'aide financière occidentale chute, obligeant le pays à réorganiser ses circuits économiques. Les sanctions s'accumulent, mais elles produisent un effet inattendu, un recentrage vers des partenaires non occidentaux, notamment la Russie, la Turquie et l'Iran. Des projets miniers, autrefois contrôlés par de grandes sociétés étrangères, passent sous supervision nationale. Les populations ressentent les difficultés mais observent aussi les premiers signes d'autonomie. Infrastructures réparées, zones reprises, unités locales renforcées. Dans le même temps, les discours officiels se transforment. La rhétorique devient moins défensive, plus idéologique. Dignité africaine, reconstruction culturelle, souveraineté, Vessida. À cette étape, le récit sahélien
n'est plus un simple dossier diplomatique. Il devient un champ d'expérimentation où se testent de nouvelles alliances, de nouveaux réflexes politiques et une nouvelle façon d'écrire la place du continent dans le monde. Ibrahim Traoré, figure centrale de ce mouvement, n'est plus seulement un acteur. Il est devenu un nœud narratif reliant les peuples, les armées et les ambitions régionales. La trajectoire sahélienne ne peut se comprendre sans examiner la variation brute des chiffres. C'est la seule manière de mesurer ce qui a réellement changé. Baseline Delta. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, près de 40% du territoire burkinabé échappait au contrôle de l'État. En moins d'un an, cette proportion tombe à 28%. Ce passage de 40 à 28% révèle une dynamique de reconquête inattendue. La tendance n'est pas linéaire, mais elle marque la première inversion durable enregistrée depuis des années. Et c'est précisément ici que se referme la question ouverte ou une transition douce liée au point pourquoi ce basculement maintenant? Parce que l'ensemble des indicateurs tangibles se met soudain à pencher dans la même direction. Premier saut d'eau, la mobilisation civile. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, passent d'environ 50 000 membres en 2022 à plus de 90 000 en 2024. Cette hausse de 80% traduit une adhésion populaire structurée, pas une réaction improvisée. Elle démontre aussi un seuil psychologique franchi. Les populations rurales s'impliquent désormais dans la sécurité nationale, un rôle autrefois réservé aux forces régulières. L'effet est double, extension de la présence territoriale et renforcement du moral collectif. Deuxième, saut d'eau, l'impact économique mesurable malgré les sanctions. Les échanges extérieurs reculent d'environ 30% en 2023, une contraction sévère pour une économie enclavée. Cette baisse brutale révèle une dépendance structurelle aux circuits traditionnels. Mais la reconfiguration produit un contre-effet. Les projets miniers restructurés génèrent plus de 150 millions de dollars de revenus pour l'État en 2024. Ces 150 millions fonctionnent comme un amortisseur politique permettant au gouvernement de financer routes, écoles et unités locales. Ce montant reste modeste au regard du potentiel national, mais il indique une autonomie budgétaire progressive. Troisième, SODO, la coordination militaire régionale. Entre janvier et août 2024, environ 200 combattants identifiés sont éliminés dans les opérations conjointes menées par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce chiffre doit être lu avec prudence, mais il correspond à une baisse observable de la fréquence des attaques. Il renforce également la place du Burkina Faso dans l'Alliance des États du Sahel, AES, une structure qui ne dépend plus des architectures sécuritaires occidentales. Pour les armées locales, cette coopération prouve que la mutualisation des moyens produit des gains tactiques immédiats. Le dernier indicateur, non militaire mais sociopolitique, complète le tableau. Selon un sondage de l'Institut Free Afrique, 72% des citoyens considèrent désormais Ibrahim Traoré comme un dirigeant légitime et nécessaire au redressement national, contre 43% lors de son arrivée au pouvoir. Ce bond, de près de 30 points, ne mesure pas seulement une popularité. Il saisit un déplacement du rapport au pouvoir. Il suggère que la légitimité ne s'est plus construite par projection extérieure, mais par résultats visibles. Pris ensemble, ces chiffres composent une réalité rarement évoquée dans les analyses rapides. Le Burkina Faso, frappé par sanctions et isolement, a malgré tout inversé plusieurs courbes structurelles en moins de 2 ans. Ce n'est pas encore une victoire, mais c'est une rupture mathémique dans la manière dont le Sahel répond aux pressions extérieures et redéfinit sa souveraineté. Les critiques de la trajectoire imposée par Ibrahim Traoré s'appuient d'abord sur un argument structurel. Selon eux,
Le Burkina Faso aurait sacrifié sa stabilité économique sur l'autel d'une souveraineté symbolique. Il souligne la montée de l'inflation, la contraction des échanges extérieurs et la suspension de certaines aides internationales. Pour ces observateurs, une rupture trop rapide avec les partenaires occidentaux affaiblit davantage un pays déjà fragilisé, en l'exposant à un isolement dangereux. Ils redoutent aussi une dépendance inversée. En cherchant de nouveaux alliés, le Burkina Faso pourrait simplement remplacer une tutelle par une autre, sans véritable autonomie stratégique. Un deuxième argument, plus prudent mais tout aussi structuré, met l'accent sur la militarisation progressive de la société. L'intégration croissante des civils dans les dispositifs sécuritaires à travers les VDP ferait courir un risque de fragmentation interne. Selon cette analyse, une société ne peut se reconstruire durablement si la logique de guerre s'installe au cœur de la vie quotidienne. Les sceptiques craignent qu'un tel modèle érode la cohésion nationale et rende plus difficile la transition vers une gouvernance civile stable. Mais le contre-argument, celui qui forme la charpente du Stillman, s'appuie sur les résultats tangibles observés depuis 2 ans. Les critiques oublient que la crise était déjà profonde avant l'arrivée de Traoré, malgré les décennies de coopération internationale. La pauvreté touchait plus de 40% de la population. Les zones échappant à l'État se multipliaient et les solutions extérieures semblaient produire de moins en moins d'effets. Or, depuis 2023, plusieurs tendances s'inversent. Le taux de reconquête territoriale progresse, la mobilisation communautaire atteint des niveaux inédits et les alliances régionales, notamment au sein de l'AES, renforcent une autonomie stratégique longtemps absente. Les résultats économiques restent fragiles, mais certains secteurs, comme l'exploitation minière internalisée, commencent à générer des revenus qui se réinvestissent localement. Ainsi, le débat ne se résume plus à savoir si la rupture était risquée, mais si elle était évitable. Et pour une majorité de Burkinabés, la réponse semble déjà inscrite dans les faits. Aucune stabilité durable n'était possible sans rééquilibrer les rapports de force qui structuraient jusqu'ici le Sahel. Un silence change tout. Ce moment, presque imperceptible dans le tumulte sahélien, marque la bascule stratégique la plus décisive. Le Burkina Faso cesse soudain de répondre aux accusations extérieures. Plus de déclarations enflammées, plus de joutes diplomatiques publiques. Seule demeure une construction méthodique, loin des caméras. Ce glissement, passé inaperçu pour beaucoup, modifie pourtant le rapport de force. Dans cette nouvelle phase, la parole officielle se resserre autour des résultats concrets. Routes réparées, unités renforcées, coopératives locales réorganisées. La communication, autrefois défensive, devient une démonstration silencieuse de souveraineté. Cette retenue, qui pourrait sembler un simple choix tactique, agit en réalité comme un révélateur de maturité politique. Elle traduit le passage d'une posture réactive à une logique de consolidation interne. C'est aussi à ce stade que l'ombre d'Ibrahim Traoré change de nature. Il n'est plus seulement la figure d'une rupture ou d'une contestation, il devient l'expression collective d'un pays qui s'est remis en mouvement. Son nom n'est plus brandi pour répondre à l'extérieur, mais pour ancrer une cohésion intérieure fragile, encore naissante mais déterminante. Le Midpoint Reveal n'est donc pas un événement unique, mais un changement d'écosystème narratif. Le Burkina Faso ne cherche plus à convaincre, il cherche à durer. Les choix politiques récents ne sont pas restés théoriques. Ils ont produit des effets concrets, visibles dans 4 sphères distinctes du Burkina Faso et du Sahel. C'est ici que se mesure réellement l'impact de la trajectoire engagée depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Une transition douce liée au groupe NN, l'État et ses institutions. Les structures gouvernementales ont dû réapprendre à fonctionner sous contrainte sans le filet de sécurité offert par les partenaires occidentaux. La création de l'Alliance des États du Dial est ça.
du Sahel, AES, a renforcé la capacité de décision interne, notamment grâce à un commandement militaire unifié et un partage des renseignements plus fluide. Cette réorganisation a permis de réduire la dépendance envers les soutiens extérieurs et d'ancrer un réflexe de coordination régionale. Pour l'État burkinabé, cette autonomie progressive est devenue un pilier de légitimité, une transition douce liée au groupe DN, les acteurs économiques. Les entreprises locales ont d'abord subi les contre-coups des sanctions et du retrait de certaines sociétés étrangères. Cependant, la reprise en main de plusieurs projets miniers et la réorientation vers de nouveaux partenaires ont ouvert un champ d'opportunités inédit. Des coopératives locales émergent, se spécialisant dans la transformation primaire et la gestion communautaire des ressources. Le changement reste fragile, mais il amorce un modèle où les richesses ne quittent plus systématiquement le territoire. Une transition douce liée au groupe ND, les populations civiles. Dans les villages comme dans les quartiers urbains, les habitants ressentent les effets de la transformation politique d'une façon plus directe. La mobilisation des volontaires et la réhabilitation des infrastructures locales ont redonné un sentiment d'utilité et de cohésion. Pour beaucoup, le patriotisme n'est plus une injonction, mais une pratique quotidienne. Restaurer une école, sécuriser une route, participer à une coopérative. Cette dynamique ne supprime pas les difficultés, mais elle modifie la manière de les affronter. Une transition douce liée au groupe KV, la région sahélienne et le système international. Les relations entre le Sahel et les puissances occidentales se sont tendues, créant un vide stratégique comblé par de nouveaux acteurs comme la Russie ou la Turquie. Cette recomposition nourrit l'inquiétude des capitales européennes qui voient leur influence reculer au profit d'alliances multipolaires. Pour le Mali et le Niger, la trajectoire du Burkina Faso sert de référence. Un modèle encore instable, mais porteur d'un imaginaire souverainiste puissant. Le discours régional change. La dépendance n'est plus perçue comme une fatalité, mais comme une variable négociable. Pris ensemble, ces quatre dimensions constituent le véritable payoff du récit sahélien. Le silence évoqué au midpoint n'était pas une pause stratégique, c'était la transition vers des effets mesurables, étendus et désormais difficiles à inverser. Et dans chacun de ces effets, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme un point d'ancrage, non pas mythifié, mais structurant. L'avenir du Burkina Faso reste ouvert, mais trois trajectoires plausibles émergent des dynamiques déjà enclenchées. Ces scénarios ne prédisent pas le futur. Ils cartographient les chemins possibles selon la cohésion interne, les alliances extérieures et la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir l'élan actuel. Voici une transition douce liée à scénario de base, une consolidation prudente. Dans les prochains mois, les forces armées continuent d'exercer une pression constante sur les groupes armés et stabilisent les zones reprises. Les structures de l'AES se renforcent lentement, offrant une architecture sécuritaire moins dépendante des partenaires extérieurs. Si les sanctions persistent mais ne s'aggravent pas, alors l'économie reste tendue mais fonctionnelle grâce aux revenus miniers internalisés. Dans ce cadre, la priorité de Traoré consiste à éviter toute rupture brutale qui fragiliserait les avancées obtenues depuis 2023. Voici une transition douce liée à scénario optimiste, une expansion régionale. Les opérations conjointes du Sahel s'alignent mieux, les corridors logistiques entre le Niger, le Mali et le Burkina s'ouvrent et un marché sahélien intégré commence à prendre forme. Si la coordination militaire se stabilise et si les partenaires non occidentaux augmentent leurs investissements, alors une croissance modérée devient plausible, soutenue par les coopératives locales et la sécurisation progressive des routes.
Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré s'impose comme une figure du panafricanisme contemporain, inspirant une génération de dirigeants décidés à reconstruire la souveraineté africaine sur des bases concrètes. Voici une transition douce liée à scénario pessimiste, une fragmentation possible. La reprise des attaques, combinée à une pression économique prolongée, pourrait provoquer une fatigue sociale difficile à contenir. Si les importations essentielles se contractent davantage ou si de nouveaux acteurs extérieurs cherchent à manipuler les divisions internes, alors un risque de déstabilisation réapparaît. Dans ce scénario, les forces politiques contraires à la ligne actuelle tentent de regagner du terrain, alimentant un climat d'incertitude. Ce n'est pas une fatalité, mais une possibilité si la stratégie de souveraineté ne s'accompagne pas d'une amélioration tangible du quotidien. Entre ces trois chemins, un invariant demeure. Si la cohésion populaire se maintient, alors le pays peut absorber les chocs extérieurs. Si elle se fissure, tout devient réversible. Et c'est précisément ce qui rend les 12 prochains mois décisifs. Dans les rues poussiéreuses de Ouagadougou, ce ne sont pas les chiffres qui racontent le mieux la transformation du Burkina Faso, mais les visages. Chaque groupe social y projette une attente différente, parfois contradictoire, mais toujours liée à la même aspiration, reprendre la maîtrise de son histoire. Voici une transition douce liée à groupe A, les jeunes. Pour eux, le changement n'est pas un slogan, mais une ouverture minuscule, presque fragile, vers un avenir resté longtemps verrouillé. Les graffitis représentant des figures locales, les ateliers improvisés, les initiatives collectives naissantes témoignent d'un besoin de créer plutôt que de partir. Ce que les jeunes perçoivent dans cette nouvelle ère, c'est la possibilité, enfin, d'exister autrement que dans l'exil ou la résignation. Voici une transition douce liée à groupe B, les femmes des marchés et des quartiers populaires. Elles portent le poids quotidien de la crise, mais aussi la force silencieuse qui maintient les communautés debout. Dans les marchés, les conversations oscillent entre inquiétude et fierté. La vie est plus difficile, oui, mais elle appartient davantage au pays. Pour ces femmes, la souveraineté n'est pas un concept politique, c'est la certitude que ce qu'elles vendent, ce qu'elles cultivent, ce qu'elles protègent a une valeur reconnue. Voici une transition douce liée à groupe C, les anciens, gardiens de la mémoire collective. Autour des feux nocturnes, il relie les événements actuels au combat d'hier. Il voit dans cette période une continuité plus qu'une rupture, une tentative de ne pas laisser le destin s'écrire ailleurs. Pour eux, la lutte de souveraineté est d'abord une lutte pour la dignité. Au cœur de ces trois regards se trouve une question que chacun, même loin du Sahel, peut entendre. Que signifie encore garder la maîtrise de sa propre histoire? Pour qu'un projet de souveraineté survive aux pressions extérieures, il doit s'appuyer sur une méthode lisible, mesurable et réplicable. C'est précisément la direction que cherche Ohuacho à prendre le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, transformer une rupture politique en feuille de route opérationnelle. Voici une transition douce liée à étape 1, sécuriser durablement le territoire. Les 5 zones de défense annoncées forment le socle du dispositif. Chaque zone doit intégrer un commandement mixte entre forces régulières et volontaires locaux. L'objectif se mesure: atteindre 90% de territoire sécurisé d'ici fin 2025. La logique est simple: rapprocher la décision stratégique du terrain. Voici une transition douce liée à étape 2, réduire la dépendance économique. Le gouvernement s'appuie sur les coopératives rurales pour augmenter la production alimentaire. Si la couverture atteint 85% des besoins nationaux dans les 2 ans, alors le pays limitera son exposition aux chocs extérieurs. Le fonds souverain minier alimenté par 10% des revenus de l'or et du lithium finance routes, énergie et stockage.
C'est un passage d'une économie de rente à une économie de transformation. Voici une transition douce liée à étape 3, réarmer la cohésion interne par l'éducation. Les nouveaux programmes de scolaires introduisent histoire panafricaine, gestion des ressources et citoyenneté. L'impact se mesure sur un horizon long: niveau de rétention scolaire, implication communautaire et diffusion des contenus locaux. Cette étape, moins visible, constitue pourtant le ciment du projet. Voici une transition douce liée à étape 4: stabiliser les alliances régionales. L'AES doit devenir une structure prévisible, capable de mutualiser moyens et renseignements. Si la coordination opérationnelle reste constante, alors la pression militaire sur les groupes armés diminuera durablement. En reliant sécurité, économie, éducation et coopération régionale, cette feuille de route cherche à donner un horizon concret à une souveraineté encore fragile, mais désormais organisée. Dans les villages du Sahel, la nuit tombe vite, mais les feux restent allumés un peu plus longtemps qu'avant. Autour de ces cercles de lumière, les anciens reprennent les récits qui ont façonné l'imaginaire collectif, ceux des hommes et des femmes qui, à des moments décisifs, ont refusé de courber l'échine. L'évocation d'Ibrahim Traoré revient souvent, non comme une figure infaillible, mais comme le symbole imparfait d'un peuple qui se redresse. Les les jeunes qui sculptent le bois, les mères qui vendent le mil, les volontaires qui sécurisent les routes, chacun puise dans cette période un fragment de courage transmis presque en silence. Ce motif, aperçu dans les scènes d'une transition douce liée au point, se referme ici. La souveraineté n'est pas un décret, mais un geste répété, partagé, parfois incertain. Elle se construit dans les mains calleuses des artisans, dans la patience des enseignants, dans la ténacité des communautés rurales. Et c'est dans ces gestes, modestes mais persistants, que se tisse la continuité entre l'histoire ancienne et l'instant présent. À la fin, ce récit ne parle pas seulement d'un pays ou d'un chef d'État. Il parle d'un mouvement intime, d'une fidélité à soi-même plus forte que la peur. La dignité ne se négocie jamais. Dans un Sahel où chaque geste compte, l'histoire du Burkina Faso rappelle qu'une souveraineté ne se proclame pas. Elle se construit pas à pas, dans les choix quotidiens d'un peuple. Les transformations décrites ici ne sont ni parfaites ni garanties, mais elles montrent qu'un pays isolé peut encore tracer une voie qui lui ressemble. Et si ce récit trouve un écho au-delà de ses frontières, c'est parce qu'il parle d'un besoin universel, celui de reprendre la main sur ce qui nous appartient. Chaque voix qui cherche à comprendre plutôt qu'à juger participe déjà à ce mouvement. Partager une réflexion, transmettre une analyse, ou simplement ouvrir un débat. Ce sont des gestes modestes, mais essentiels pour maintenir vivante la conversation sur l'avenir du Sahel et de l'Afrique. Ce n'est pas un appel à choisir un camp, mais à garder l'esprit ouvert à des réalités trop souvent racontées par d'autres. Alors, une question demeure. Quelle histoire souhaites-tu laisser circuler autour de toi? Et si ce récit t'a éclairé, tu peux le porter plus loin à ta manière.